Papa qui frappe maman, par exemple, là, c'est, entre parenthèses, hein, c'est pire que de subir la violence, même si la subir est énorme. Mais parfois, le cerveau, comment il fonctionne, il va se dire, la personne qui me protège, qui est maman, subit la violence et automatiquement, je la subis. D'accord? Parce que je ne suis plus sécurisée par cette personne-là qui représente pour moi la sécurité. Ça marche? Ce qui fait, cet enfant-là, en grandissant, il va avoir de grandes blessures. La première qui revient souvent en séance de coaching, c'est l'insécurité, d'abord. La deuxième, c'est la culpabilité. C'est l'adulte qui va redire pourquoi je n'ai rien fait, pourquoi je n'ai pas agi. D'accord? Même s'il était enfant qu'il ne pouvait pas, mais son cerveau ne fait pas de différence entre l'âge passé et l'âge actuel. C'est pas ce qui m'arrive, j'ai pas de chance. Je sais pas pourquoi je rencontre toujours des personnes toxiques, que ce soit au travail, que ce soit des partenaires, etc., etc. Et au fait, la vraie question qu'on devrait se poser, pourquoi j'attire à moi ce genre de personnage? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire qui fait que je tombe que sur ce genre de personnage? Est-ce que je suis une proie facile? Oui, ou est-ce que j'attire à moi ce genre de personnage parce que je suis dans des patterns qui me font revivre à quelque chose que j'ai déjà vécu dans l'enfance et qui va venir comme quelque part pour me dire il faut absolument que tu travailles sur ça. Il n'y a pas plus douloureux effectivement que la perte d'un enfant. Parce que ce n'est pas que quelque chose qui arrive en dehors de moi, c'est mon identité tout entière qui a été basculée, bousculée. مرحبا بكم معكم جوهرة مداوي. Je suis tellement heureuse de vous retrouver encore une fois pour un nouvel épisode. Madame Sophia Kouassi, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour cette invitation encore une fois. C'est un immense plaisir de vous recevoir à nouveau. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore regardé notre premier épisode, je vous invite à le regarder dès maintenant. Le lien est dans la description. Encore une fois, c'est un épisode qui est très spécial parce qu'on va ouvrir une porte que beaucoup préfèrent laisser fermer, celle des sujets invisibles mais qui gâchent la vie des millions de personnes. À noter qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, ce n'est pas une conversation simple, mais c'est plutôt une feuille de route concrètement humaine et profonde. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette première partie de cet épisode, c'est quoi votre ressenti, Sophia, et comment vous trouvez l'idée en général de ce deuxième épisode? Alors, l'idée est très très intéressante, surtout qu'il y a des sujets parfois qui sont des sujets tabous dans notre culture marocaine. Et il y a quand même derrière des personnes qui vivent dans le silence de ce tabou, qui vivent dans le silence de ne pas pouvoir affronter le regard des autres, de ne pas pouvoir en parler. Mais dernièrement, je vois que les esprits, les mentalités se libèrent petit à petit. Et ce podcast est merveilleux parce qu'il va permettre à plusieurs personnes de s'y retrouver, de se comprendre, de peut-être faire un premier pas vers du coaching, du développement personnel et aussi de la psychothérapie. Ouais. Alors, la première question, Sophia, on parle beaucoup de victimes directes. Mais qu'en est-il des enfants témoins? Est-ce que voir sa mère ou son frère se faire frapper peut causer un traumatisme plus lourd que de recevoir les coups soi-même? Alors, on parle énormément effectivement de la violence quand elle est subie, automatiquement, qu'elle soit dans le foyer, à l'école, dans la rue ou autre. Et on parle très très rarement d'être spectateur de cette violence, surtout dans le foyer, dans les écoles. Alors, je vais peut-être scinder cette question en deux. La première des choses, c'est regardant dans le foyer. Ce qui se passe, c'est que quand je suis un enfant et que je ne subis pas directement la violence, je ne suis pas violentée par l'un de mes parents, mais plutôt je suis spectateur de la violence. Papa qui frappe maman, par exemple. Là, c'est, entre parenthèses, hein, c'est pire que de subir la violence, même si la subir est énorme. Mais parfois, le cerveau, comment il fonctionne, il va se dire, la personne qui me protège, qui est maman, subit la violence et automatiquement, je la subis. D'accord? Parce que je ne suis plus sécurisée par cette personne-là qui représente pour moi la sécurité. Ça marche? Ce qui fait, cet enfant-là, en grandissant, il va avoir de grandes blessures.
La première qui revient souvent en séance de coaching, c'est l'insécurité, d'abord. La deuxième, c'est la culpabilité. C'est l'adulte qui va redire pourquoi je n'ai rien fait, pourquoi je n'ai pas agi. D'accord ? Même s'il était enfant qu'il ne pouvait pas, mais son cerveau ne fait pas de différence entre l'âge passé et l'âge actuel. Et il y a la deuxième étape, la deuxième chose qui est la subir à l'école. D'accord ? Voir un autre enfant à l'école, par exemple, subir une violence, va installer chez moi en tant qu'enfant la peur d'agir, la peur de réagir à quelque chose de même négatif, la peur d'agir de manière générale qui va m'accompagner jusqu'à mon âge adulte. Et à partir de là, c'est ces adultes-là qu'on va retrouver en manque de confiance en eux, en manque de sécurité, aussi qui n'arrivent pas à aller plus loin dans leur carrière, dans leur vie. Ils sont tout le temps en train de subir par peur, parce que la peur s'installe, d'accord ? La peur de subir la même chose qu'a subi mon camarade de classe, par exemple. Effectivement. Donc, comment protège-t-on un enfant de ça ? Ça, c'est une très bonne question aussi, parce que la protection d'un enfant, non seulement par rapport au fait de subir cette violence, mais aussi de regarder la violence. On peut parler là, et c'est très très intéressant d'aborder ce sujet, les réseaux sociaux, la violence dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ou à la télé, d'accord ? Et c'est là où l'adulte doit orienter l'utilisation des films, des jeux, des réseaux sociaux de manière générale, vers quelque chose de plus doux et de s'éloigner de la violence. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il va voir sur un réseau social, à la télé, dans un film, ou ce qu'il a subi réellement. Ce qui fait le traumatisme peut naître du fait qu'on a été violenté réellement, qu'on a subi de la violence à l'école ou à la maison, ou qu'on a tout simplement été spectateur de cette violence, que ce soit dans la rue, à la maison, à l'école, ou aussi lors de visionnage tout simplement d'un film, ou lorsque je scrolle sur les réseaux sociaux. On oublie parfois ce qu'on a fait la semaine dernière, mais un acte de violence subi il y a 20 ans peut rester d'une clarté absolue. Que se passe-t-il dans notre cerveau pour que le trauma refuse de s'effacer ? Alors, très très bonne question. Maintenant, cela dépend effectivement des personnes, d'accord ? Chacun ses mécanismes de défense. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se rappeler complètement d'un traumatisme de A à Z, avec ce qui s'est passé, avec les odeurs, avec les détails, même les couleurs, la couleur de ce qu'on portait, de ce que l'autre portait, etc. Et il y a d'autres personnes qui vont effacer complètement de leur cerveau ce traumatisme parce que c'est, comme on a dit, des mécanismes de défense. Mon cerveau n'est pas là pour me donner comme ça, de manière aléatoire, des souvenirs. Il est là pour ma survie. Il ne va pas me permettre d'avoir un souvenir qui m'empêche d'avancer. D'accord ? Et effectivement, je vais me rappeler, je te donne un exemple très simple. Si je te dis ce que tu as mangé la semaine, au déjeuner peut-être, ou le déjeuner d'hier, tu vas oublier. Mais si je te dis, est-ce que tu te rappelles du dernier tremblement de terre, tu vas te rappeler parce que émotionnellement, tu as été énormément touché. Tu vois ? Mais si c'était un tout petit peu plus grave, peut-être que ton cerveau ne te permettra pas d'avoir cette information. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, par exemple, lors des séances de coaching ou lors même des formations, ne pas se rappeler d'une grande partie de leur enfance. Ça veut dire, ils te disent, écoute, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de 8 ans à 15 ans, je ne me rappelle pas. Et parfois, quand on fine un tout petit peu plus, on va trouver quelque chose d'assez conséquent. De quelque chose d'assez conséquent qui s'est passé dans cette période-là. Alors, mon cerveau, effectivement, va aller chercher, va me donner l'accès à des formations pour que je puisse avoir une idée dessus pour travailler dessus, mais ne va pas me donner des informations qui sont qui peuvent entraver à mon bien-être ou entraver à mon avancement et ma survie. D'accord, parfait.
Alors, quand on voit des personnes enchaîner les relations toxiques, on a souvent tendance à les juger. Pourtant, personne ne choisit de souffrir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'inconsciemment, certains hommes ou certaines femmes se retrouvent toujours attirés par des partenaires violents ou destructeurs? Oui. Alors, commençons cette réflexion, en réfléchissant ensemble, à d'abord, eux, comment ils perçoivent les choses. D'accord? Ils vont se dire tout simplement, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'ai pas de chance. Je ne sais pas pourquoi je rencontre toujours des personnes toxiques, que ce soit au travail, que ce soit des partenaires, etc., etc. Et au fait, la vraie question qu'on devrait se poser, pourquoi j'attire à moi ce genre de personnage? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire qui fait que je tombe que sur ce genre de personnage? Est-ce que je suis une proie facile? Oui, ou est-ce que j'attire à moi ce genre de personnage parce que je suis dans des patterns qui me font revivre à quelque chose que j'ai déjà vécu dans l'enfance et qui va venir comme quelque part pour me dire il faut absolument que tu travailles sur ça. D'accord? Prenons un exemple très simple. Un enfant qui a été violenté par l'un de ses parents. D'accord? Dans sa tête à lui, en tant qu'enfant, c'est la manière du parent de l'aimer et de le sécuriser. D'accord? Ça veut dire, puisque c'est la première programmation qui nous a été donnée, c'est celle des parents et de l'environnement ensuite, celle-là va rester. Et au fait, dans nos têtes, quand un parent dit le mur est blanc, ça c'est la couleur blanche, je garde en tête. Si je vois qu'il m'aime de cette manière, qu'il me sécurise en me violentant, la violence rentre dans ma normalité. D'accord? Que si quelqu'un m'aime en tant qu'adulte, ça rentre dans la normalité. D'accord? Et effectivement, c'est là où je vais aller chercher quelqu'un qui ressemble à ce parent pour deux choses. Parce que c'est la normalité. Et deuxième des choses, parfois, parce que ce pattern va se répéter jusqu'à ce que j'arrive à comprendre que c'est pas bien pour moi, que ce mécanisme de défense n'est plus... je dois le mettre à jour quelque part par rapport à ma situation actuelle en tant qu'adulte et d'avancer avec ça. Alors, une fois qu'on a identifié ces blessures et ces schémas répétitifs, comment fait-on pour s'en sortir? Vers quel type de thérapie faut-il se tourner pour guérir un trauma et libérer le corps de cette mémoire de la violence? Oui, c'est une très bonne question aussi qui va quelque part orienter ces personnes. Alors, moi, à mon sens, il y a plusieurs chemins à faire. D'abord, la prise de conscience est importante, qu'il faudra que je voie quelqu'un, que je me fasse suivre par quelqu'un, parce que c'est important de libérer tout ça. Et tu te rappelles, tout à l'heure, on a dit il y a des gens qui réitèrent l'expérience parce qu'ils n'ont pas pris conscience que peut-être ils sont passés eux-mêmes par des choses très, très douloureuses et très difficiles, et d'autres qui ne la réitèrent pas parce qu'ils comprennent. Et quand je dis comprendre, parfois, c'est de passer chez un psychothérapeute ou un coach de vie, ou un coach-thérapeute qui va aider, selon bien sûr le traumatisme lui-même. Est-ce qu'il est léger, moyen, profond? Effectivement, et ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré, ce que j'ai travaillé sur moi pour reprendre le contrôle sur ma vie et pouvoir avancer avec sérénité. Alors là, moi, je conseille les gens effectivement, en visualisant peut-être ce podcast, à se dire, ok, j'ai eu de la violence, je me dis, mes parents, c'est de bonnes personnes, ce qui fait, c'est pas grave, ça arrive à des milliers de personnes, mais l'enfant lui-même n'a jamais oublié. C'est important de revenir vers cette version de moi qui peut-être n'a pas été complètement guérie et qui se regarde en se disant « mes parents, je les aime ». Quand j'étais enfant, c'était le visage de l'autorité, le visage de la sécurité, ce qui fait ce qu'ils ont fait s'ils m'ont frappé, par exemple, ça veut dire qu'ils ont raison. Et au fait, ils ont raison, ça veut dire que moi, je me dis, je mérite ce qu'on m'a fait. En me disant, je mérite ce qu'on m'a fait, je peux passer aussi à l'âge adulte à quelque chose qui ressemble à, j'ai pas confiance en moi, je ne mérite pas, je suis une mauvaise personne. D'accord? Et c'est là où on a touché à l'estime de soi, à la confiance en soi. C'est des gens qui vont chercher tout le temps la validation des autres. S'ils subissent une violence verbale de la part de quelqu'un, ils vont tout simplement la subir et accepter de la subir. Alors moi, je conseille aux personnes d'aller d'abord
se positionner d'abord, prendre conscience, ensuite aller consulter un professionnel selon le ressenti, que ce soit d'abord un psychothérapeute, un coach thérapeute ou un coach de vie qui leur permettra, qui les réorientera peut-être, hein, mais qui leur permettra d'avoir une première vraie relation saine, de confiance, pour parler ouvertement de tout ça, se comprendre et après se prendre en charge. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. Alors, pour la deuxième partie de cet épisode, nous allons discuter d'un sujet que la société reconnaît rarement à sa juste mesure, celui des parents qui ont perdu leur enfant. Qui sont partis à cause d'une maladie, d'un meurtrier, d'un accident grave, ou simplement qu'ils soient partis tôt. Certains parents s'éteignent de l'intérieur. Et du coup, dans cette partie, nous allons voir ce qui se passe réellement chez ces personnes et surtout comment porter ce deuil sans s'y perdre et trouver la force de continuer à vivre. D'où ma première question, Sophia, pour toi. Par rapport à cette partie, pourquoi la perte d'un enfant est-elle souvent considérée comme l'une des plus douloureuses qu'un être humain puisse vivre? Alors, il n'y a pas plus douloureux, effectivement, que la perte d'un enfant. Parce que ce n'est pas que quelque chose qui arrive en dehors de moi, c'est mon identité tout entière qui a été basculée, bousculée, d'accord, qui va basculer, qui est bousculée. Parce que cet enfant, quand je l'ai eu, c'est toute une histoire. Hein. J'ai rêvé avec lui. Pendant les 9 mois, j'ai rêvé de lui. Je l'ai ressenti, que ce soit la maman ou le papa. Hein. Et même un parent, comme les grands-parents, s'ils sont impliqués dans la vie du couple et de l'enfant. Ce qui se passe, c'est que j'ai rêvé pour cet enfant, j'ai acheté des choses pour lui. Je me suis dit, je vais faire, je ne sais pas chacun comment il vit ça, mais en tout cas, j'ai des souvenirs que j'ai alimentés alors que c'est des souvenirs pour le futur. J'ai déjà créé des souvenirs pour le futur, d'accord ? Ça veut dire, voilà ce qu'il va faire. Voilà où je voudrais voyager avec mes enfants. Pendant les vacances d'été, je vais les ramener ici. Je choisirai cette école ou cette école pour eux. Il sera médecin, il sera avocat. Ce qui fait, j'ai créé toute une identité intérieure chez moi pour cet enfant-là. C'est une extension de moi quelque part dans la tête d'un parent. Et ce qui se passe, c'est que je perds mon identité avec la perte de cet enfant, c'est normal. Et à partir de là, il faut faire un vrai travail de fond pour pouvoir travailler sur soi, rebâtir cette identité, rebâtir ses souvenirs pour pouvoir avancer sainement et sereinement. Et du coup, comment cette perte peut-elle affecter le couple et surtout, quel impact cela peut-il avoir sur les autres enfants de la famille ? Alors, sur le couple, ça va être un peu différent entre la maman et le papa la plupart du temps. Maman va le ressentir pas plus, mais on va dire, elle va en parler beaucoup. Une femme va énormément en parler. Elle aura besoin d'extérioriser aussi, de faire revivre son enfant par je vais en parler autour de moi. Un papa, contrairement, elle est très émotionnelle. Exactement. Et un papa aura besoin, par exemple, mais c'est que des exemples, d'aller bosser, d'aller travailler, reprendre rapidement le travail. C'est pas parce qu'il aime moins son enfant, pas du tout, parce qu'il a besoin de s'oublier quelque part ou de reprendre quelque chose qui a du sens pour lui, pour reconstruire aussi son identité. Et aussi parce qu'ils ne savent pas comment s'exprimer. Oui, exactement. Enfin, oui, si tu veux. Ils s'expriment différemment, plutôt. Ouais. Et les enfants, c'est un peu les oublier. Hein. Et c'est là où, moi, dans tout ça, je reçois énormément d'enfants qui sont des adultes, mais alors, qui sont entre 18 ans et 25 ans, on va dire, et qui souffrent énormément de ce deuil, de cet oubli, parce qu'on les oublie un peu. Ouais. Ils deviennent presque transparents. Et la question qui revient à chaque fois pour ces enfants, c'est qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je suis partie à sa place ? Et aussi, pourquoi on m'aime moins que lui ? Parce qu'on est tellement focus sur l'histoire, sur le souvenir, que parfois on oublie d'exprimer aussi à ses enfants qu'on les aime autant que cet enfant parti.
Mais après, j'insiste sur quelque chose. Chaque famille a son histoire, chaque famille a ses attachements, son identité. Il faut justement comprendre que quand on perd un enfant, c'est toute l'identité de la famille qui change et il faudra accompagner de manière systémique cette famille pour sortir de ce deuil ou travailler sur soi pour avancer avec ce deuil. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est ça ma prochaine question. Quels sont les outils concrets, thérapeutiques, spirituels qui aident vraiment à s'en sortir? Alors, la plupart des personnes, moi je dirais, qui ont un trauma profond, moi je leur conseille directement de s'orienter vers un psychothérapeute. Un psychothérapeute va leur proposer des choses multiples, entre autres la TCC, le MDR, qui sont intéressantes dans ce cas-là. Et après, moi, j'en reçois aussi qui ont fini leur thérapie, qui reviennent pour une reconstruction, on va dire, de leur vie, comment ils peuvent reconstruire les choses, refaire les choses, revoir les choses différemment, retravailler sur leur carrière, retravailler avec leurs enfants sans voir dans ces enfants l'image d'un enfant perdu, en les aimant aussi de manière distincte et inconditionnelle. Et c'est là où c'est intéressant et important de se dire, quand j'ai un deuil, que c'est lourd, que je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe, je m'oriente vers un psychothérapeute et c'est à lui de m'orienter là où il faudra. Si j'ai besoin d'un psychiatre, il m'orientera. Si j'ai besoin, après la thérapie, d'aller vers un coach, il m'orientera avec. Alors, pour finir en beauté, et d'ailleurs, c'est cette partie que je préfère le plus, et que nous allons mettre l'accent dessus en raison de son importance. Alors, beaucoup de personnes reprochent à leurs parents d'être absents, froids, distants. Des parents qui ne savent pas dire je t'aime, qui ne savent pas encourager, être là. Et du coup, dans cette partie, nous allons répondre à plusieurs questions. Mais ce qui est important, c'est que nous allons faire la réconciliation et réparer le lien brisé qui est indispensable pour avancer dans la vie. Alors, la psychothérapie classique a souvent tendance à accuser les parents et à dire que tout vient d'eux. Résultat, beaucoup de personnes restent enfermées dans leurs blessures sans réussir à avancer. Donc, comment on fait concrètement pour sortir de ce piège, arrêter de les blâmer et réparer ce lien à l'intérieur de soi? D'accord. Alors, je répondrai à ça en tant d'abord que coach de vie, coach thérapeute. Ce qui est intéressant, important quand j'entame une thérapie chez un psychothérapeute, c'est finir la thérapie. Et ça, c'est super important. Dans notre culture marocaine, on démarre une thérapie, on ne la finit pas. C'est pour ça que je garde parfois ce sentiment qu'on m'ait dit que c'est mes parents qui sont la cause. D'accord ? Et on va prendre un exemple, moi et toi, pour pouvoir effectivement le décortiquer, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai été violentée quand j'étais enfant. On m'a frappée. Ma mère, mon père m'ont frappée. OK ? À partir de là, on va travailler avec moi pour que je puisse visualiser, reconnaître que j'ai été violentée par mes parents. D'accord ? Et c'est important. C'est la première étape. C'est pouvoir que le professionnel reconnaisse, d'accord, que j'ai été violentée, que je puisse le comprendre moi aussi, le reconnaître. Et ça, c'est la première étape qui est importante, d'être dans mon histoire réelle. Et quand je reconnais que j'ai été violentée, automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Je vais détester celui qui m'a violentée. Alors que quand je ne suis pas conscient, non, mes parents sont extraordinaires, sont merveilleux, ils m'ont bien éduquée. Mais ça, c'est quand je suis adulte, pas ma version enfant. Mais quand je comprends tout ça, quand le professionnel va aller travailler avec moi ça, bien sûr que je suis en colère. D'accord ? Et cette colère va mener à une vraie introspection parfois, tout un travail fait par le psychothérapeute. Si je fais bien les choses et que j'arrive à continuer dans ma psychothérapie, là, effectivement, le lien, il devient plus sain. Parce que je comprends, j'arrête de voir en moi la mauvaise personne, j'arrive à comprendre que mes parents ils n'ont pas forcément eu une formation spécifique pour m'éduquer, pour avancer avec moi. Et petit à petit, le lien qui a été brisé lors des premières séances
va se remettre, mais de la bonne manière, de manière saine. Et là, j'arrive à entretenir avec mes parents une relation saine, une relation tout simplement plus saine, hein, d'accord? Et c'est là où il y a la différence entre j'ai fini ma psychothérapie ou j'ai arrêté au bout de quelques séances. Ouais. Alors la psychothérapie classique ne casse pas le lien parent-enfant. Au contraire, en mettant la lumière sur des choses bien définies lors de notre première version, en étant qu'enfant, ou au moment où on a subi le traumatisme, là, effectivement, je comprends mieux les choses et j'avance en reconstruisant un lien sain avec mes parents. Donc, comment expliquer à quelqu'un qui a vécu de l'abandon ou de la maltraitance qu'il doit aimer ses parents malgré tout? C'est une question qui est très difficile. Oui, et c'est très difficile, en tout cas pour moi, en tant que professionnel, de dire à un patient, un client, vous devez aimer vos parents. D'accord? Je pense que là, c'est son histoire et il faudra peut-être travailler sur lui, pas sur le lien. D'abord sur lui et sur le lien qui est entre lui et lui-même avant de pouvoir parler de sa relation avec ses parents. D'accord? Mais on ne peut pas du tout dire il faut absolument aimer ses parents ou juger quelqu'un s'il aime ou s'il n'aime pas. Même si on prenait même la partie culturelle de les parents sont importants, il faut les aimer. Moi, je pense que c'est important de passer par la case je travaille sur moi, je comprends qui je suis, comprendre mon histoire. Et après, peut-être travailler sur le lien. Mais quand on travaille sur le lien, je ne suis pas obligée de pardonner, je ne suis pas obligée d'avoir une relation extrêmement fusionnelle avec mes parents. Je peux tout simplement reconnaître un lien toxique et de faire de mon mieux pour me protéger de ce lien s'il est encore toxique et de faire de mon mieux pour garder un lien positif, mais pas un lien fusionnel avec mes parents ou garder le minimum et de me protéger. Ça, c'est important et très, très important de le dire. On n'est pas obligé, d'accord? On est peut-être, dans notre culture, notre religion, obligé de faire des choses. Si mon parent ou l'un de mes parents a besoin de moi, bien sûr que je suis obligée quelque part, entre parenthèses par rapport à la partie religieuse, d'aller le secourir, d'aller l'aider si j'ai les moyens de le faire, d'être là présent pour lui. Mais là, on parle plus d'amour, on parle de respect et on parle aussi de devoir. Ça marche. Et j'arrête pas de dire aussi, quand quelqu'un n'arrive pas à pardonner, là, on peut travailler énormément avec lui. Parce que le pardon, qu'est-ce qu'il dit quelque part? Mon parent, c'est une partie de moi. Parce que c'est une partie de ma génétique et une partie de mon enfance, une partie de moi. Si je nie cette partie-là, je nie le parent, ou je ne suis pas en bonne relation avec le parent, c'est comme si je niais une partie de moi. Comme si je n'étais pas complet au présent. Et comme si je n'allais pas l'être au futur. C'est comme si mes cellules sont travaillées entre elles-mêmes, tu vois. Quand j'arrive à comprendre ce qui s'est passé dans mon histoire, à comprendre ce qu'il faut que je travaille dessus, les choses sont beaucoup plus simples. Je vais te donner quelque chose de pratique. Moi, je demande toujours aux personnes avec qui je travaille sur le lien entre eux et leurs parents de travailler sur, par exemple, des choses très simples comme un petit tableau où on va mettre à droite tout ce que je n'accepte pas chez mes parents ou d'avoir vécu avec mes parents. Je n'aime pas qu'on m'ait violenté. Je n'aime pas qu'on n'ait pas eu confiance en moi. Je n'aime pas qu'on m'ait frustré, etc., etc. Et je complète le tableau. Et après, dans le deuxième tableau, je mets la même chose, mais dans la relation de moi à moi-même. Est-ce que je ne fais pas la même chose avec moi-même? Ce que mes parents m'ont fait, je me le refais à moi-même. Et la plupart des tableaux, c'est vraiment identique. Ce que mon parent m'a fait, je me le fais à moi-même. Et c'est travailler sur sa relation à soi d'abord pour pouvoir pardonner, avancer. Quand je dis pardonner, c'est pas forcément revenir à une relation fusionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Si elle n'est pas saine au présent,
je n'ai pas à reprendre cette relation. Mais chacun son histoire, j'insiste et je n'arrêterai pas de le dire, chacun est unique, chacun prendra les décisions lui-même par rapport à ce qui lui convient. Nous, on est les facilitateurs, on est les personnes qui orientent quelque part, mais c'est à eux de prendre des décisions. Alors, pour conclure cet épisode, j'aimerais partager une chose qui est essentielle. Comme on a dit, comme on avait dit tout de suite, nos parents, ils sont importants, qu'ils aient été de bons parents ou mauvais. Et ils font, comme vous avez dit, ils font partie de nous. Et les rejeter, c'est se rejeter soi-même. Et du coup, le vrai sentiment de liberté que nous ressentons, c'est que quand nous cessons d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais, une reconnaissance qu'ils ne savent pas exprimer, un changement qu'ils seront peut-être pas en mesure d'opérer. En fait, c'est à nous aujourd'hui d'initier cette démarche de guérison. Prendre cette responsabilité de réparer le lien brisé avec les parents, c'est le plus beau cadeau que l'on peut s'offrir à nous-mêmes. Et du coup, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour cet épisode, pour ce podcast. Alors, c'est important pour moi en tant que professionnelle de dire pas tous les liens, d'accord, entre parents et enfants étaient sains. D'accord? On peut se retrouver avec un parent, avec un trouble mental, d'accord? Et là, effectivement, c'est très, très difficile de dire à l'enfant de résorber tout ça et de recréer le lien. Maintenant, ce qui est important, c'est de reconnaître le parent en tant que parent, par exemple, avec un trouble mental, que le parent ait mal fait X ou Y, et de comprendre qu'on n'est pas les mauvaises personnes dans l'histoire, et d'arriver avec ça et accepter son histoire comme elle est, et d'avancer avec ça, d'accord? Avancer, comme tu as dit, tu l'as tellement bien dit, en toute liberté, parce qu'on n'est plus enchaîné par notre passé. D'accord. Et je le finis en disant, je dis toujours à mes lauréats, vous allez subir, vous allez avoir à vivre le 360, un changement ou une transformation à 360 degrés lors des formations. Pourquoi on parle de 360 degrés alors que d'un point de vue mathématique, je parlerais plutôt de 180. 360 degrés parce que je suis né sain, j'ai subi des choses. Et tout le travail qui sera fait, c'est pour revenir à la version saine que j'ai été. D'accord? Alors oui, c'est une transformation à 360 degrés. Comprendre mon histoire, intégrer mon histoire, ouvrir tout simplement tous les nœuds qui ont été créés et avancer avec mon histoire, se libérer effectivement de cette première programmation et pouvoir prendre sa vie en main est la plus belle chose que je peux m'offrir, comme tu as dit. Merci beaucoup, Joël. Donc, un grand merci à vous, coach social, pour ces éclairages très pertinents et enrichissants tout au long de cet échange. Et un grand merci à vous également pour votre précieuse écoute. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.